Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Jean-Marc Salotti, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux INP, pour échanger avec lui sur les travaux de recherche de l'équipe Octus, commune au laboratoire de recherche IMS et INRIA. Dans ce nouvel épisode, nous abordons la différence entre robotique et cobotique, leur place dans le monde industriel et les problématiques qui intéressent Octus. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Salotti, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux INP. Bonjour et merci d'être là. Nous vous recevons pour échanger sur vos travaux de recherche au sein de l'équipe Octus. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter rapidement ? Oui, donc Jean-Marc Salotti, je suis professeur des universités. À l'origine, j'étais spécialiste, c'était ma thèse, donc spécialiste de l'intelligence artificielle, et j'enseigne d'ailleurs toujours donc l'intelligence artificielle. Et puis, depuis quelques années, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai travaillé un petit peu en neurosciences computationnelles, en sciences cognitives, et plus précisément maintenant, je travaille en robotique collaborative, un petit peu aussi dans le domaine spatial, habité. Donc voilà, je suis maintenant dans le laboratoire IMS et aussi INRIA, puisque l'équipe Octus est une équipe commune IMS-INRIA. Est-ce qu'on peut d'ailleurs présenter un petit peu les parties prenantes et collaborations de cette équipe ? L'équipe commune, donc IMS-INRIA, donc effectivement une équipe projet INRIA, donc effectivement on a un label INRIA, et l'IMS, donc a pour tutelle l'Université de Bordeaux, Bordeaux INP et le CNRS. Donc c'est une équipe commune dans le sens où toutes les publications finalement de l'équipe, si vous voulez, sont des publications à la fois INRIA, à la fois IMS. Et puis le budget aussi il y a une petite gestion administrative, mais en tout cas ce sont des budgets communs. Voilà. Ensuite, concernant les collaborations que nous avons beaucoup de collaborations en fait industrielles, parce que notre objectif c'est de travailler sur les systèmes de robotique collaborative, mais avec des applications industrielles. Alors, nous avons tout un tas de partenaires, en fin de compte. Par exemple, Solvay, et puis je peux vous citer Ariane Group, Peugeot, nous avons aussi la société Orange, nous avons Suez, la société AK aussi. En fait, on a beaucoup de partenaires industriels. Il faut dire aussi que, ça va l'expliquer sans doute, nous participons directement avec David Danet, donc à Aquitaine Robotics, le cluster de robotique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous suivons de près, on va dire, l'actualité en robotique et tous les partenaires se connaissent finalement de robotique en Nouvelle-Aquitaine. Donc, finalement, on est très proches tous les uns des autres. Donc, c'est pour ça qu'on est bien intégrés, je dirais, dans l'univers robotique de Nouvelle-Aquitaine. Et alors, quel est l'objectif de cette équipe commune ? Quelles sont les missions Octus et ses grands projets ? L'objectif, essentiellement, c'est de travailler sur la robotique collaborative et de voir comment on peut intégrer dans les entreprises donc ces robots collaboratifs, ces cobots. Alors, on peut, pourquoi pas, voir ça selon 3 axes. Premier axe, sans doute physique, c'est-à-dire, en fait, on peut imaginer un robot et un opérateur humain qui vont travailler dans un même espace de travail, ou même, pourquoi pas, qui vont travailler ensemble à soulever le même objet, à manipuler le même objet. Donc là, c'est pour ça que c'est très physique. Il y a une problématique de contrôle du robot. Ce sont des roboticiens, ce sont des problématiques de roboticiens. On va dire que c'est pas la mienne, en fait, on va dire. Dans mon équipe, ce serait plutôt donc David Danet ou Vincent Padois qui seront sur ces problématiques-là. Il y a un deuxième axe de recherche qui est plus sur l'humain, justement, c'est-à-dire comment prendre en compte l'humain dans la conception d'un système cobotique. Donc pour illustrer d'ailleurs ce problème-là, par exemple, il y a eu beaucoup d'accidents de robotique qui ont été dus donc au fait que la personne croyait que le robot était arrêté, alors qu'en fait il ne bougeait plus simplement, mais il n'était pas arrêté. Donc ce sont des problématiques en tout cas pour l'humain. Et il y a un troisième axe aussi que je peux citer, c'est l'interaction homme-robot de manière générale, c'est-à-dire comment on fait pour savoir, dans une tâche où il y a plusieurs sous-tâches, si vous voulez, comment on fait pour savoir quelle tâche va être attribuée à l'opérateur humain, quelle tâche va être attribuée au robot. Et là, c'est très compliqué comme problème, parce que, alors évidemment, il y a ce qui est efficace pour l'humain, ce qui est efficace pour le robot, mais il n'y a pas que ça. Parce que le pire serait, par exemple, de tout laisser faire, ou presque,
au robot et que l'humain ne soit plus qu'un contrôleur, un superviseur. Contrôler un robot, ce n'est pas valorisant pour l'humain. Donc, il faut éviter ce genre de collaboration. Il faut une collaboration où c'est bien réparti. Peut-être, par exemple, laisser faire les efforts importants au robot. Ça, c'est typiquement pour éviter les problèmes de troubles musculo-squelettiques. Mais en tout cas, laisser, je dirais, les actions les plus valorisantes peut-être à l'humain. En tout cas, ce sont des questions qu'on se pose au sein d'Octus. Ce sont les 3 grands axes, c'est ça? Voilà, pour concevoir les systèmes cobotiques. D'accord. Et dans l'industrie, quels robots existent déjà et sur quelle innovation vous travaillez par exemple avec l'équipe Octus? Il existe un certain nombre de robots qui ont déjà une sorte de label Cobo. Parce que ces robots, en vérité, on peut avoir un Cobo à partir du moment où le robot et l'humain travaillent dans le même espace de travail. Mais certains robots sont conçus véritablement pour travailler tout le temps, je dirais presque avec l'humain, en tout cas de manière très simple. C'est quand ils déjà sont restreints en termes de rapidité et de force. C'est-à-dire qu'un robot qui est trop rapide, c'est dangereux. Évidemment, donc on ne va pas laisser l'humain trop près du robot, ou alors on va faire que le robot se ralentit si l'humain se rapproche. Mais sinon, donc en fait, il y a des cobots. Par exemple, nous avons des robots de la société Universal Robot qui donc sont assez lents. Et en plus de ça, c'est une caractéristique typique des cobots. Si donc il y a un obstacle, si le robot approche d'un obstacle, eh bien il s'arrête tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de capteur, si vous voulez, qui va déterminer qu'il a heurté quelque chose, et donc il se met tout de suite en arrêt. Donc il y a ça, il y a tout un tas aussi de caractéristiques, mais en gros, en tout cas, c'est ça le principal. C'est des cobots finalement qui sont pas dangereux pour l'homme. On fait ce qu'il faut pour éviter des problèmes, des accidents, quoi, tout simplement, avec des capteurs complémentaires, en tout cas tout ce qu'il faut pour que le partage ne soit pas dangereux. Vous parlez de danger, de risque. Ce serait le seul avantage pour l'industrie, donc une réduction des risques, ou est-ce qu'il y a d'autres avantages que l'on peut citer? Alors, ce qu'on avance en général, enfin les besoins industriels, principalement, c'est la réduction des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Il y a un très grand nombre d'entreprises qui ont des problèmes avec de ressources humaines, en fait. Il y a un transport de marchandises. Il y a dans des hangars, par exemple, si vous avez chez Cdiscount, par exemple, mais aussi, la plupart des entreprises qui ont des grands entrepôts, il faut charger, décharger, bouger. Et donc, il y a des problèmes classiques, je dirais, et des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez des ergonomes dans pratiquement toutes ces entreprises qui sont vigilants vis-à-vis de ces problématiques et qui poussent les entreprises de plus en plus à trouver des solutions robotiques pour réduire ces problèmes de TMS. L'idéal pour certaines entreprises, c'est de tout robotiser, bien sûr, de passer pas à un cobot, mais à un robot. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible, parce que la tâche est trop complexe, parce qu'elle n'est pas assez répétitive. En tout cas, voilà, un robot, ça ne va pas. Par conséquent, l'idée, c'est de concevoir un système qui sera un petit peu autonome, mais pas totalement, et on aura toujours besoin de l'opérateur. C'est la raison principale, je dirais, pour laquelle nous sommes en collaboration avec les industriels pour trouver des solutions de systèmes cobotiques. Merci. On n'a pas encore abordé la question pour l'instant. On va parler maintenant d'intelligence artificielle. Quand nous avons préparé cet entretien, vous m'avez parlé de questionnements vis-à-vis de la commande des robots ou des cobots. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc l'intelligence artificielle, il en faut un minimum, sans doute, pour plein d'applications. Par exemple, avec la société AK, nous sommes en train d'essayer de développer une sorte de chariot intelligent, si vous voulez, un petit chariot de transport intelligent qui serait capable de revenir tout seul, enfin de transporter d'un endroit à l'autre de l'entreprise des objets. Et donc il faut un tout petit peu évidemment d'intelligence artificielle là-dedans, parce que pour pouvoir trouver de manière automatique son chemin, pour pouvoir éventuellement contourner un obstacle, eh bien il y a des techniques d'IA qui sont utilisées. Donc ça c'est un premier volet, en fait, on va dire, où l'IA intervient. Autre problématique, c'est la reconnaissance vocale. On peut aussi, pourquoi pas, introduire une dose de reconnaissance vocale pour avoir une interaction plus simple, plus conviviale.
C'est-à-dire, en fait, l'opérateur, il préférait peut-être indiquer la commande au robot par une simple commande vocale. C'est quand même un peu plus simple que pianoter sur un ordinateur. Il faut faire attention parce que des fois, dans les entreprises, il y a du bruit, donc ce n'était pas évident d'avoir la reconnaissance vocale. Et donc, ce n'était pas la bonne solution. Mais en tout cas, tous ces problèmes, en tout cas, font partie de ce qu'on étudie chez Octus, trouver la meilleure solution et le bon niveau d'IA, finalement, aussi. Comme c'est pour les applications industrielles, en fait, on cherche quand même à avoir, je dirais, le bon niveau d'autonomie en regardant quand même les risques, en regardant l'efficacité, enfin, en tout cas, les critères, tout simplement, que nous indique l'entreprise si elle cherche plus à être efficace ou à minimiser les risques. Donc en fait, on fait ça en fonction de ces critères. Oui, tout dépend l'objectif aussi tout dépend aussi l'objectif de l'industriel avec le robot ou le cobot, c'est ça? Exactement. On va faire un petit point sur vos travaux de recherche. Où en êtes-vous et quelles sont les prochaines étapes avec Octus? Alors nous avons plein de partenaires industriels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons par exemple un projet ANR. Peut-être je vais me focaliser là-dessus. C'est un projet qui justement me tient à cœur et qui, quelque part, synthétise un petit peu toutes les activités qu'on a dans ce domaine. Donc en fait, dans ce projet ANR, donc c'est l'Agence nationale de la recherche, avec comme collaborateurs des gens de Grenoble et de Lyon. Donc l'objectif, et puis aussi il y a une application industrielle avec Solvay. Donc ça se passe dans une boîte à gants. Vous avez un robot, un bras manipulateur, dans une boîte à gants, et vous avez évidemment un opérateur qui doit effectuer des manipulations, typiquement ouvrir un flacon, doser des choses dans une boîte à gants, donc c'est pour la chimie, hein, donc en tout cas c'est des applications chimiques. Donc tout un travail, un ensemble de tâches à effectuer dans la boîte à gants, et on se pose la question de la bonne répartition des tâches entre le bras manipulateur et l'opérateur. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec un doctorant notamment, et puis donc les partenaires aussi, et David Danet donc aussi, qui est responsable du projet ANR. Sur quoi nous travaillons actuellement? Bon, il y a différents aspects, hein. Premier élément de recherche, si vous voulez, extrêmement intéressant, c'est quels critères il faut prendre en compte et comment on quantifie, si vous voulez, ces critères pour définir justement la répartition des tâches entre le robot et l'opérateur. Donc les critères, si vous voulez, ça peut être des critères de risque, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire, on va pas demander à l'opérateur de faire quelque chose qui serait trop risqué, ou alors aussi d'efficacité. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas demander à faire un robot quelque chose qu'il a du mal à faire, où il n'est pas efficace. Donc il y a ça, mais il faut aussi prendre en compte d'autres critères, comme par exemple la fatigue, mais par exemple aussi le profil psychologique. Parce que peut-être une personne ne voudrait pas trop manipuler les produits chimiques, l'autre au contraire voudrait le faire. Donc en fait, ça dépend des personnes finalement. Donc il faut les prendre en compte tous ces critères-là. Donc voilà, on se pose des questions sur comment prendre en compte tous ces critères et comment les mêler. C'est-à-dire en fait, on a un critère qui suggère qu'il faudrait plutôt faire ça, pour laisser ça au robot, et l'autre critère nous dit que c'est plutôt pour l'humain. Alors comment on fait pour combiner ces critères? Donc ça, c'est un champ de recherche actuel. Après, il y a un autre champ de recherche sur le risque d'erreur de l'utilisateur par rapport à la conscience de situation. Un opérateur est amené souvent à faire une erreur. Un des critères, par exemple, juste pour vous expliquer le principe, l'attention, c'est-à-dire un problème d'attention. C'est-à-dire si vous êtes opérateur, vous êtes dans la boîte à gants, et puis c'est le robot qui fait une tâche et vous attendez, évidemment, à un moment donné, vous n'allez plus regarder ce qu'il fait. Et donc, vous avez une perte d'attention. Et s'il y a une perte d'attention, là, il y a un risque d'erreur un peu plus tard. Donc, c'est typiquement ce qu'on va regarder de près. Donc, on appelle ça d'ailleurs le syndrome hors de la boucle. C'est-à-dire qu'en fait, la personne n'est plus dans la boucle de perception-action de la tâche en cours. Donc, il ne suit pas ce qui se fait. Donc, il faut éviter ça, évidemment. En tout cas, il faut le prendre en compte dans nos critères. Donc, il y a ça, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi des problèmes de fatigue. Il faut comment prendre en compte le fatigue ou le stress. Comment prendre en compte aussi l'interface. Parfois, il y a des erreurs qui sont dues en tout cas à des boutons qui sont mal placés ou à une lumière qui s'allume de manière intempestive. Enfin, en tout cas, tous ces éléments-là, on essaie de regarder, de suivre de près. Il y a aussi des problématiques associées à la mémoire humaine. Quand un processus est trop complexe et on finit par oublier une étape, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà, on a une grille, si vous voulez, de lecture de tout ça.
et on essaye, mais c'est aussi un travail de recherche théorique, hein, pour essayer d'établir tous ces éléments dans une grille. Comment bâtir cette grille de lecture? Eh bien, ça fait l'objet donc de recherche et de travail de recherche d'un doctorant. Et donc, en fait, fondamentalement, si vous voulez, fondamentalement, on pourrait ramener ça, ou traduire ça en une seule phrase, on pourrait dire, c'est proposer une méthodologie de conception des systèmes cobotiques. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. C'est le moment de conclure notre échange. Je vous remercie pour votre intervention qui nous a permis de découvrir un peu le travail que vous faites au sein de l'équipe Octus. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Très bien. Au revoir. Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.